comme l'a dit Florence, en fait, je vais faire cette présentation, mais nous l'avons préparée à trois avec donc Florence elle-même et Rémi Ballot qui est présent là aussi, donc qui pourra répondre aux questions si besoin. Donc, une toute petite introduction. Pourquoi parler et relier diversification et usage des pesticides? Une des premières raisons, c'est qu'il existe un certain nombre de politiques publiques en France, mais aussi en Europe, qui visent explicitement la réduction de l'usage des pesticides. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, que la diversification des cultures apparaît parmi les pratiques mobilisées par certains agriculteurs qui appartiennent au réseau Défi Ferme, donc qui se sont engagés à réduire effectivement l'usage de ces pesticides dans leurs fermes, cette diversification des cultures apparaît comme une pratique mobilisée par ces agriculteurs sans, pour un certain nombre d'entre eux, sans impacter ni la production ni la rentabilité économique de leur exploitation. Et donc, on va se poser trois questions dans cet exposé. Premièrement, où en est-on? Qu'en est-il de la diversification en France? Deuxièmement, où en est-on de l'usage des pesticides en France? Et troisièmement, quel lien entre les deux? Donc, où on en est de la diversification? Donc, je vais prendre quelques illustrations. Première illustration, voilà, les surfaces arables. Vous avez ici en ordonnée sur les deux abscisses, sur les deux graphiques, le pourcentage de terres, le pourcentage occupé des terres arables occupées par les cultures représentées sur les graphiques. Donc, en premier, c'est des graphiques cumulés. Hein, donc, vous avez d'abord le blé tendre qui représente à peu près 20%, puis l'orge, puis le maïs grain, puis le colza, puis le maïs fourrage. À gauche, vous avez une perspective un peu historique, ce qui s'est passé depuis les années 1960 jusqu'en 2000. Et puis à droite, un focus depuis les années 2000, donc depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, que finalement, la majorité des surfaces arables, hein, quasiment les 2/3, sont occupées par 4 principales cultures, si on regroupe maïs fourrage et maïs grain dans un premier temps. Par 4 principales cultures, on a aujourd'hui plus de 60% donc représentés par ces cultures. Après une augmentation entre les années 60 et 80, on voit une stabilité, voire une légère progression encore dans les années récentes de ces cultures-là. Alors, bien sûr, ces cultures, elles n'occupent pas les mêmes zones géographiques. Ici, un focus sur les successions avec colza et céréales à paille. Donc, on voit sur les cartes de gauche de la figure l'augmentation de la succession colza-blé entre les années 80 et 2010. Vous voyez les couleurs qui s'intensifient dans un croissant de petites terres à cailloux, on va dire, de la France. Et puis, sur la droite, là, un focus plus récent également. Donc, vous voyez, entre 2008-2012 et puis 2015-2019, là encore, une intensification des rotations colza-céréales, donc très classiquement colza-blé-orge, mais pas uniquement. Hein. Donc, cette rotation qui continue en fait à occuper des surfaces importantes dans un certain nombre de régions en France. Et tout ça avec des conséquences sur les performances agronomiques, puisque ces rotations courtes, en fait, contribuent au plafonnement des rendements. Je l'illustrerai sur la diapositive suivante, mais le colza inséré dans des rotations très courtes a des rendements en général plus faibles que le colza inséré dans des rotations plus longues. Deuxième illustration, les blés. Donc, les blés occupent déjà une grande part des terres arables dans notre pays, mais encore plus, les blés cultivés derrière un blé représentent dans certains départements une proportion non négligeable des blés. Vous voyez ici les surfaces de blé précédées par un blé représentées à deux périodes différentes, 2008-2009 et 2018-2019. Et vous voyez les pourcentages indiqués dans les départements. Et vous voyez que dans certains départements, les blés de blé représentent jusqu'à plus de 20% des surfaces de blé tendre et continuent à augmenter. Et tout ceci malgré leur effet négatif sur le rendement, puisque si on compare le rendement d'un blé suivant différents précédents,
en partant de zéro, une base zéro pour un blé de blé, eh bien, un blé de colza va permettre en moyenne d'avoir 6 quintaux par hectare de plus et un blé de pois un peu plus de 8 quintaux par hectare de plus. Ces chiffres étant issus de moyennes d'enquêtes parcellaires, plus de 30 000 parcelles de blé enquêtées chez les agriculteurs à partir d'une base de données de Serre France. Alors, un autre élément qui vient finalement jouer en même temps que la diversification, c'est le non-recours au labour devant certaines cultures qui, lui aussi, a fortement progressé au cours des 25 dernières années. Vous avez ici l'absence de labour devant un certain nombre de cultures, blé tendre, orge, maïs grain, colza, maïs fourrage, et puis en moyenne de l'ensemble des cultures, et la progression des surfaces implantées sans labour devant ces cultures depuis 1994 jusqu'à peu près à nos jours. Donc, vous voyez une augmentation chez quasiment toutes les cultures, un peu moins sur le maïs que sur colza, blé et orge. Et on atteint aujourd'hui plus de 50% de ces cultures qui sont implantées sans labour. Je reviendrai tout à l'heure sur les conséquences de ce non-labour. Ce qu'on peut signaler dès maintenant, c'est que souvent, cette absence de labour est liée à deux autres éléments. Finalement, la taille de l'exploitation. On trouve plus fréquemment du non-labour dans des exploitations de grande taille. Et deuxièmement, des rotations courtes dans ces exploitations de grande taille. Ces exploitations, elles ont en général des systèmes simplifiés, rotation courte et en non-labour pour avoir un travail plus rapide sur les parcelles. Alors maintenant, qu'en est-il de l'usage des pesticides en France? On a ici une figure qui représente l'usage des phytosanitaires depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Donc, c'est une représentation en volume de pesticides utilisés et ce sont des données d'URICA qui ont été reprises dans les comptes nationaux de l'agriculture établis par l'INSEE. Donc, vous voyez qu'en partant d'une base 100 dans les années 1960, on arrive au niveau des pesticides, on a multiplié quasiment par 9 l'usage en volume de ces produits, avec une forte augmentation entre les années 60 et 90, et puis une stagnation, voire légère augmentation depuis. On peut comparer cette courbe à l'évolution des engrais, qui elle aussi a augmenté dans un premier temps, puis a stagné, puis a diminué, plutôt en lien avec une diminution des engrais de fond, et puis surtout à l'évolution de la production végétale, donc des volumes produits, qui, elle, n'a augmenté que de 2,5%. Donc, on peut comparer ce ratio de 2,5, multiplié par 2,5, pas augmenté de 2,5%, a été multiplié par 2,5 depuis les années 60. On peut donc comparer ces ratios entre l'usage des pesticides multiplié par 9 et la production végétale multipliée seulement par 2,5. Alors, on peut relier cette évolution à deux éléments. Dans un premier temps, il y a eu une intensification importante et une spécialisation en fait des systèmes de culture. Et les pesticides sont devenus, en lien avec cette intensification et cette spécialisation, les pesticides sont devenus la clé de voûte des systèmes de culture dominants. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu effectivement un développement d'outils qui ont aidé à mieux raisonner l'utilisation des pesticides, ce qui peut tendre à faire baisser les consommations, mais en même temps, il y a eu une poursuite du processus de spécialisation qui finalement accroît la dépendance aux phytos et ne permet pas de voir une diminution s'amorcer. Si on fait un focus à la fois sur les années plus récentes, donc entre 2009 et 2018, et un focus sur les différents produits utilisés parmi les phytosanitaires, on voit d'une part, effectivement, dans les 10 dernières années, que l'usage des produits phytosanitaires continue à augmenter. On a ici l'usage par type de produit. On voit que les produits les plus utilisés sont les herbicides et que dans les 10 dernières années, ils ont augmenté le plus, quasiment plus 45% depuis 2009. Puis, on a les fongicides qui représentent en 2018 36% des pesticides utilisés, qui eux aussi ont augmenté un peu moins. Et puis, les insecticides qui représentent 14% et qui ont légèrement augmenté eux aussi. Puis ensuite, on a les autres pesticides
et en dernier lieu, les substances de croissance et les nématicides qui représentent de beaucoup plus petits volumes. Donc, constat est fait que les phytosanitaires sont toujours largement utilisés, de plus en plus, puisque leur usage continue à augmenter. Ici, je n'ai pas dit, mais la représentation est en ODU, c'est-à-dire c'est un équivalent hectare, nombre d'hectares traités par les doses maximales autorisées par les différents produits. Alors, on a vu précisément, maintenant il y a des liens entre les différentes pratiques. On a vu tout à l'heure, je rappelle ici sur la gauche, l'augmentation en fait importante du non-recours au labour devant un certain nombre de cultures. Et on voit sur le tableau de droite que ce non-recours au labour finalement favorise, résulte en une augmentation des herbicides utilisés sur ces différentes cultures qui n'ont pas été labourées. On a ici, d'après les données des enquêtes praticulturales, donc des enquêtes réalisées sur les parcelles d'agriculteurs en France, issues de l'enquête 2017, on a les IFT herbicides, donc en moyenne, sur les 5 cultures dominantes, dont je parle depuis le début, en situation avec labour ou sans labour. Et vous voyez l'écart entre les deux situations. Et on voit que, à part pour le maïs où l'écart n'est pas très important, on voit que sur le blé, comme sur l'orge, comme sur le colza, le fait de ne pas labourer la culture résulte finalement dans une augmentation de l'utilisation d'herbicides jusqu'à près d'un quart en fait de l'IFT en plus en situation de non-labour. Alors, on a également des situations contrastées entre régions agricoles qui peuvent nous permettre de comprendre ces liens, finalement. Donc, on a ici, toujours à partir de l'enquête praticulturale de 2017, on a extrait 3 régions très contrastées par rapport à la situation du colza. Donc, vous avez en rouge, donc ici, le pourcentage de colza dans la SAU. Et vous avez, entre 2006 et 2017, vous avez en rouge ce qui se passe dans les plateaux de Bourgogne, donc un pourcentage de colza beaucoup plus élevé que dans les 2 régions, qui a diminué dans les années récentes en lien, entre autres, avec l'augmentation de bioagresseurs difficilement maîtrisables et des problèmes climatiques. Et puis, dans le milieu, on a la Champagne crayeuse, avec une occupation du colza moins importante dans la SAU, et tout en bas, la Bretagne centrale. Et vous voyez dans le tableau de droite un certain nombre de caractéristiques du colza. Donc, on a l'IFT appliqué sur une parcelle de colza moyenne dans cette région. Donc, vous voyez 2 fois plus d'IFT utilisé dans les plateaux de Bourgogne par rapport à la Bretagne. L'IFT herbicide qui est également plus élevé. Le nombre moyen de cultures dans la succession qui bouge un petit peu, mais on a aussi le pourcentage de colza implanté sans labour beaucoup plus important sur ces plateaux de Bourgogne par rapport aux 2 autres régions, et puis la taille des exploitations, là aussi, plus importante. Donc, les liens que je mentionnais tout à l'heure entre la taille des exploitations, le recours plus fréquent au non-labour et le recours plus fréquent aux pesticides se voit très nettement ici quand on compare ces 3 régions. Alors, la diversité des successions va favoriser finalement la réduction de l'usage des pesticides. Et ça, on peut le voir également d'après l'enquête praticulturale de 2017. Donc ici, le focus sur la Bourgogne, donc cette région dans laquelle on voit finalement une utilisation des successions avec colza assez intensive. Donc, on compare ici 2 successions. Si on reconstruit les successions qu'on peut trouver dans cette région-là, on peut comparer 2 successions ici. Une succession dans laquelle le colza est en rotation avec des céréales à paille et une succession avec protéagineux. Et on voit que la succession avec protéagineux va permettre de réduire l'IFT herbicide, l'IFT fongicide un petit peu et l'IFT total. IFT calculé ici, je précise, à l'échelle entière de la succession. Si on fait un focus maintenant dans ces 2 successions, si on fait un focus sur 2 cultures particulières,
le colza et le blé tendre. On voit qu'un colza implanté dans la succession avec protéagineux va aussi recevoir moins d'herbicides, beaucoup moins d'insecticides et donc au final moins de pesticides au total. Et un blé tendre cultivé dans cette succession avec protéagineux, donc plus diversifié, va également recevoir moins d'herbicides, moins de fongicides et au total moins de pesticides. Donc on voit bien que les successions un peu plus diversifiées, ici c'est un exemple, mais il y en a d'autres dans cette région qui ont exactement les mêmes tendances, vont conduire à une réduction de l'usage des pesticides. Et ça, dans les parcelles des agriculteurs. Alors maintenant, on peut essayer de faire un focus un peu plus détaillé sur deux bioagresseurs en particulier. Donc, l'effet de la diversité de la succession et du labour sur les populations d'adventices. Donc, j'ai repris ici un essai déjà ancien, mais qui montre bien les résultats qu'on peut observer encore aujourd'hui. Donc, qui représente la densité de vulpins des champs, donc une adventice problématique dans les rotations chargées en céréales. Et cette densité de vulpins, elle est mesurée dans 4 situations. Une situation où on a une culture d'hiver, des cultures d'hiver uniquement labourées, donc on a une densité de 11 plantes par mètre carré, des cultures d'hiver avec un travail superficiel, donc on voit que là on augmente nettement la densité de vulpins des champs qui apparaît dans la parcelle, une alternance de cultures d'hiver et de printemps, qui permet, élaborée, qui permet de réduire de manière très très significative la densité de vulpins, et une alternance de cultures d'hiver et de printemps avec un travail superficiel qui permet là aussi de diminuer. Donc on voit l'efficacité de la combinaison de l'alternance de cultures, en particulier d'hiver et de printemps, et du labour. Et puis sur un pathogène du sol, donc ici par exemple le pied inverse, pathogène observé sur le blé, on voit le taux, on observe ici le taux d'augmentation de la fréquence de pied inverse dans différentes rotations en comparaison à une rotation maïs-blé labourée tous les ans. On voit que si on rajoute un blé, donc culture haute de cette maladie, on va augmenter la fréquence de pied inverse. Mais si on diminue, si on enlève une des cultures hautes, le maïs, en la remplaçant par un pois, on diminue la fréquence de pied inverse. Si on diminue encore la fréquence de culture haute en insérant soit un pois, soit un colza et en enlevant un blé, on diminue encore cette fréquence. Et si on a deux cultures non hautes dans la rotation, on diminue encore très très nettement la fréquence de pied inverse. Donc on voit là encore l'effet de la diversification sur, plus précisément sur certains bioagresseurs. Alors, on peut regarder aussi cette spécialisation à l'échelle du paysage, finalement, de petites régions agricoles. Donc, on a ici sur le colza, c'est un focus sur le colza, la relation entre différents IFT, donc l'IFT total, l'IFT insecticide, l'IFT herbicide et l'IFT fongicide, sur l'ensemble des parcelles donc enquêtées toujours dans cette enquête pratique culturelle de 2017, en relation avec la fréquence de colza dans la SAU de la petite région agricole, chaque point étant une petite région agricole à l'échelle de la France. Certes, les points sont dispersés, mais on voit pour l'ensemble des cas de figure une tendance très nette à l'augmentation de l'utilisation des pesticides quand on a une augmentation de la fréquence du colza dans la petite région agricole, avec la plupart du temps un doublement de l'IFT quand on passe de quasiment pas de colza à une vingtaine de % du colza dans la petite région. Alors, ça, c'est en relation aussi avec l'augmentation des résistances des insectes du colza aux insecticides. Vous voyez ici des cartes issues de Terzinovia qui montrent entre 2018, 2019, 2020, donc des années très, très récentes, qui montrent l'augmentation. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes légendes parce que le calcul a un petit peu changé entre 2018, 2019 et 2020. Mais en gros, sur l'ensemble des cartes, plus la couleur s'intensifie, plus les fréquences de résistance augmentent. En haut, vous avez pour les altices d'hiver et en bas pour le charançon du bourgeon terminal, deux insectes majeurs du colza. Et on voit que pour les 3 années, l'augmentation des résistances des insectes aux insecticides augmente. Donc, finalement, on a une espèce de cercle vicieux entre le fait, dans ces régions-là,
d'avoir beaucoup de colza. Rappelez-vous les premières cartes que je vous ai montrées. Beaucoup de colza, donc finalement beaucoup d'insectes, donc finalement on utilise beaucoup d'insecticides. Le fait d'utiliser des insecticides qui permettent dans un premier temps de bien contrôler les insectes permet de continuer à augmenter le colza. Et puis au bout d'un moment, les insecticides ne sont plus efficaces. On a apparition de résistance et là, on n'arrive plus à contrôler les insectes. Et dans un certain nombre de cas, ça amène les agriculteurs à abandonner le colza. Dernière diapo, donc on a tout ce que je vous ai montré, c'est en France, mais on a les mêmes constats ailleurs dans le monde. Ici, une illustration en Argentine où on a un développement, et on a encore un développement colossal en fait des surfaces cultivées en soja, qui est du soja OGM tolérant aux herbicides et cultivé en semi-direct. Donc, la suppression du labour sur ces colzas suppose une excellente maîtrise des mauvaises herbes par les herbicides, du coup, une augmentation des applications pour mieux contrôler ces mauvaises herbes, puisqu'on n'a plus le recours au travail du sol, et on a un développement de plantes résistantes au glyphosate. C'est ce qu'on voit ici, sur une figure qui représente le nombre d'applications de glyphosate en moyenne par an en fonction de la fréquence de retour du soja dans la rotation. Ici, le système de culture dominant très largement en Argentine. Ici, d'autres systèmes très, très rares, des systèmes innovants beaucoup plus rares en Argentine. Et on voit que les points rouges ici montrent le développement d'adventices résistantes signalées par l'agriculteur et qui utilise un herbicide complémentaire au glyphosate pour pouvoir contrôler ces mauvaises herbes, alors qu'en vert, on n'a pas d'adventices résistantes signalées par le producteur. Et ces éléments-là, en fait, qu'on observe en Amérique du Sud, sont directement liés en fait aux échanges mondiaux liés à l'azote, aux protéines, puisque en gros, on a des pays Amérique producteurs de protéines qui sont importés par en gros l'Europe et la Chine. C'est ce qui est représenté ici par les flux d'azote entre les différents pays. Et donc, finalement, ces déséquilibres dans les systèmes de culture, aussi bien en Europe qu'en Argentine, puisqu'en Europe, on n'a pas de légumineuses, et donc c'est pour ça qu'on importe le soja d'Argentine, conduit à une augmentation des résistances partout et à une augmentation de l'utilisation des pesticides partout. Voilà. Donc, en conclusion, pour réduire l'usage des pesticides, diversifier les successions de cultures est très efficace en combinaison avec d'autres pratiques. Raccourcir les rotations, ça permet d'accroître, raccourcir les rotations, ça a pour conséquence d'accroître les populations des espèces adventices, donc d'accroître l'usage des herbicides. Ça accroît aussi le risque de développement de maladies et de parasites qui se développent dans le sol, donc augmentation des fongicides et des insecticides. Et puis, l'homogénéisation des mosaïques paysagères favorise l'accroissement des populations de parasites aériens, étant à réduire les populations d'auxiliaires et donc à augmenter aussi l'usage des insecticides. Les systèmes de culture, malheureusement, restent peu diversifiés, alors qu'on connaît ces effets de la diversification, et l'usage des pesticides ne baisse pas. Donc, tout cela est cohérent, mais pourquoi est-on dans cette situation-là? C'est ce qu'on va voir dans l'exposé suivant. Et peut-on, comment changer ces évolutions? On verra ça dans les exposés suivants également. Voilà, je vous remercie. J'ai mis quelques références ici. Merci de votre écoute. Merci Marie-Hélène. Peut-être que tu peux arrêter le partage d'écran. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, il y a des questions sur les unités des graphiques qui montrent la poursuite de la hausse des pesticides, ou en tout cas le fait que ça ne réduise pas, qui viennent tantôt de données des comptes de l'agriculture, tantôt des données d'Ecofito. Donc, je peux peut-être répondre sur les données plus économiques, qui sont en fait des données sur l'utilisation des pesticides, qui sont des données en euros. L'unité, c'est l'euro. Les questions, elles posent sur l'unité. Qu'est-ce que c'est tous les mêmes produits? Et le fait que ça concerne toute l'agriculture et pas seulement les grandes cultures. Donc, sur les données qui sont issues de la comptabilité de l'agriculture, c'est effectivement des données en euros constants. C'est-à-dire c'est des euros qui ne prennent pas en compte la hausse des prix. C'est pour ça qu'on appelle ça des données de volume, mais c'est à partir de l'utilisation des pesticides telles qu'elles sont renseignées dans les données comptables, dans les données du RICA. Et effectivement, ça concerne toute l'agriculture. Les données que tu as utilisées sur le plan Ecofito, c'est les données du NODU. Donc là, ça concerne... Alors, la différence, sans doute, c'est que dans les données du NODU, je ne sais pas si celles-ci sont hors produits de biocontrôle
alors que les données, les comptes de l'agriculture, c'est tout produit de protection des cultures, y compris les produits de biocontrôle. Tu veux ajouter quelque chose sur ces questions de données, en particulier sur les données, le graphique sur les nodus? Non, non, je crois que tu as bien répondu. Je ne suis pas sûre que Enfin, je pense que les quantités en ODU ici intégraient les produits de biocontrôle, mais de toute façon, ils restent très, 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 très minoritaires. Donc, ça ne change pas l'allure générale de la cour. Ensuite, on a une série de questions plus sur le fond du problème, de ce lien entre la simplification des systèmes et les phytos, et en particulier, il y a deux séries de questions. Il y a des questions qui s'intéressent à savoir si en fait, ce n'est pas simplement que ce sont les mêmes agriculteurs qui sont intéressés par avoir des systèmes plus diversifiés et réduire les phytos, sans que pourtant autant il y ait une relation de causalité. Ça, je trouve que c'est une question intéressante. Puis il y a pas mal de remarques sur le fait que quand on dit il y a les rotations courtes et le non-labour, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce n'est pas finalement les rotations courtes comment différencier les éléments et Olivier Vasseur, notre intervenant de tout à l'heure, pourra peut-être nous donner son opinion à l'occasion de sa présentation, et il nous pose à plusieurs reprises la question du fait qu'il considère où il s'interroge sur est-ce que c'est le labour la cause du problème ou pas plutôt l'extrême simplification des systèmes. Voilà les Alors, est-ce qu'il y a des liens de causalité? Il me semble que dans la dernière, ou pas tout à fait la dernière diapositive, la diapositive que j'ai reprise issue de l'essai de longue durée qui illustrait l'effet sur le vulpin des champs d'une part et sur le pied inverse d'autre part, montre bien qu'il y a des effets de causalité entre les rotations courtes d'une part et le développement des bioagresseurs, et donc derrière l'utilisation de produits phytosanitaires. Ensuite, décortiquer les effets de la simplification des rotations, du labour et de l'usage des phytos. Ce qu'on peut dire, c'est que les rotations courtes favorisent les bioagresseurs et donc favorisent le recours aux produits phytos. Le fait de ne pas avoir recours au labour, là aussi, le labour, on sait que ça a un effet sur le contrôle des adventices. Donc, le fait de ne pas avoir recours au labour va finalement induire une apparition, une émergence plus importante des adventices. Donc, il y a bien des liens de causalité avec ces deux pratiques. Et il se trouve que il y a des systèmes de culture très cohérents qui, à la fois, s'appuient sur des rotations très courtes et le non-recours au labour. Et donc ça amplifie finalement le recours à l'usage des produits phytosanitaires. Alors après, quantifier l'effet de chaque pratique, je ne suis pas sûre qu'on cherche à faire ça. En fait, on cherche plutôt à identifier quels vont être les systèmes de culture, les pratiques qui vont permettre de réduire l'émergence, la fréquence des bioagresseurs et donc le recours aux produits phytosanitaires. Et ce qu'on peut dire, c'est que à la fois diversifier, donc allonger la rotation, introduire des cultures, des espèces différentes, alterner les périodes de semis, avoir des cultures d'hiver et de printemps dans la succession de cultures, de même que, ou je peux même dire en combinaison avec le recours à un labour de temps en temps, tout cela va favoriser le recours la diminution du recours aux pesticides. Et c'est bien l'interaction entre ces différentes pratiques qui va permettre de réduire encore plus l'utilisation des pesticides. Ok, merci Marie-Hélène. On va être obligé de s'arrêter là et on regardera les questions pour voir si on peut donner quelques compléments par écrit par ailleurs. Merci Marie-Hélène. On va passer à la présentation suivante. Donc, je passe la parole à Jean-Marc Ménard qui va nous partager son écran pour qu'on voit sa présentation et qu'on puisse l'entendre en même temps. Voilà.
Voilà, vous m'entendez? On t'entend bien. Il faut que tu mettes juste en mode Plein diaporama. écran. Voilà. Ça y est, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un exposé sur les freins et leviers à la diversification des cultures au niveau des exploitations agricoles et des filières, qui a été préparé avec Marianne Lebaille et Eva Revoir. Ça ne passe pas les diapos. Est-ce que vous savez pourquoi les diapos ne passent pas? Ah, bah non. Ah, bon, voilà. Je ne vais pas revenir sur pourquoi diversifier, Marie-Hélène vient de le traiter. Il y a tout un tas de raisons de diversifier, et pas seulement réduire l'emploi des pesticides, et donc aussi bien augmenter les rendements que réduire l'impact économique des aléas climatiques ou réduire la contribution de l'agriculture aux gaz à effet de serre quand elle diversifie avec des légumineuses. Il y a de nombreuses espèces de diversification qui seraient bien adaptées aux conditions françaises et qui sont produites sur des petites surfaces et dont les produits sont actuellement importés ou qui sont remplacés par des produits importés. Vous avez ici une liste. Cette liste, elle pourrait être étendue. Et les résultats, les premiers résultats que je vais vous présenter sont des résultats issus d'une étude commandée par le ministère de l'Agriculture et qui a été présentée en 2013 et actualisée depuis, sur l'étude des freins au développement de 12 de ces espèces de diversification. Je ne détaille pas les 12, on y reviendra éventuellement dans la discussion. Alors, cette étude-là a montré que, en fait, des freins à la diversification, il y en avait à tous les niveaux des filières. Au niveau de la sélection, il y a un faible investissement des sociétés de sélection sur les espèces mineures, sur les espèces qui couvrent peu de surface. C'est assez logique, c'est cohérent avec leur modèle économique. Même si cet investissement n'est pas négligeable, dans un certain nombre de cas, il est beaucoup plus faible que celui qui est fait sur les grandes espèces comme le blé, le maïs ou le colza. Au niveau de la production, les agriculteurs hésitent à s'engager dans la diversification car il manque de références sur les performances et surtout sur les effets précédents des cultures de diversification. On sait que diversifier, ça a un certain nombre de bénéfices qu'a évoqué Marie-Hélène, mais dans un cas précis, par rapport à une rotation précise, quel effet, c'est très mal connu. Et j'illustrerai sur la prochaine diapo cet aspect-là. Au niveau de la collecte, la logistique est plus complexe s'il y a plus d'espèces de diversification. Des collecteurs, des coopératives en particulier, s'engagent dans la diversification des cultures, mais en général de manière limitée, dans la mesure où il s'agit de rester compatible avec les exigences de la logistique. Au niveau de la transformation, les process de transformation sont réglés sur les espèces dominantes, quand il peut y avoir des substitutions, et les espèces peu cultivées entraînent des coûts de transaction plus élevés par tonne de produits utilisés. Enfin, au niveau de la distribution et de la consommation, il y a un intérêt environnemental de la diversification, mais il n'est pas identifié par les distributeurs ou par les consommateurs. Enfin, de manière transversale à l'ensemble des niveaux des filières, l'insuffisance de coordination entre les acteurs constitue une cause fréquente, nous l'avons constaté dans les études des 12 filières, de l'échec de la construction de nouvelles filières, parce que quand les gens se connaissent mal, il y a des difficultés de circulation de l'information entre les différents niveaux des filières et également des difficultés de circulation des incitations, contrairement à ce qui se passe dans les filières bien établies. J'illustre la question des références disponibles au niveau des agriculteurs par un comptage sur 4 ans des documents techniques, des articles de revue et des pages web destinés à des agriculteurs et traitant de la diversification des cultures. Sur 220 articles ou pages Internet référencés, il y en a 100 seulement qui traitent 220 qui traitent des cultures de diversification. Il n'y en a que 100 qui traitent de l'effet de la culture de diversification sur la culture suivante. Parmi ces 100, il y en a 37 qui quantifient l'intérêt économique de la culture de diversification et 63, donc les 2 tiers, qui ne parlent pas de manière précise de l'intérêt économique de la diversification. Et sur les 37, il y en a 20 qui examinent l'intérêt économique de la diversification au niveau de l'année, dont la majorité affiche un effet négatif
de la diversification, puisque beaucoup de cultures de diversification, dans l'état actuel des filières, sont un peu moins rentables au niveau de l'année que les cultures principales. Et il y en a 17 seulement qui donnent des informations au niveau de la rotation. Et à noter que ces 17 affichent un effet positif sur la marge de la diversification au niveau de la rotation. Donc vous voyez le peu d'informations dont on dispose. En plus, au niveau de la rotation, c'est concentré sur un petit nombre d'espèces, en particulier le pois protéagineux ou le lin oléagineux. En fait, ces difficultés de diversification des cultures, qui se manifestent par de nombreux freins au développement des espèces mineures, sont liées au fait que le monde agricole, son amont, son aval, ainsi que le dispositif de recherche-développement agricole se sont organisés autour des grandes espèces. Avec des mécanismes d'auto-renforcement que je résume ici, les espèces qui couvrent de petites surfaces sont peu sélectionnées, ont des coûts de logistique et de transaction plus élevés, des références agronomiques plus rares, ce qui contribue à diminuer la rentabilité au niveau des filières et ce qui contribue plutôt à tirer les surfaces vers le bas. À l'opposé, les espèces qui couvrent de grandes surfaces sont favorisées par un progrès génétique actif, par des innovations en protection des plantes, en technologie de transformation, par des références agronomiques nombreuses et voient leur compétitivité confortée. C'est ça qu'on appelle un verrouillage socio-technique. Verrouillage, ça n'a pas été inventé pour l'agriculture, hein. Il y a des verrouillages dans tout un tas d'autres secteurs économiques dans lesquels ça a été décrit avant même qu'on s'y intéresse à l'agriculture. Un verrouillage socio-technique autour des grandes espèces. Le verrouillage, il se traduit par le fait que plus une technologie est adoptée, plus elle devient attractive et performante. Et l'un des auteurs américains qui a travaillé là-dessus dès le départ, a dit qu'une technologie, a employé la phrase suivante, une technologie n'est pas choisie parce qu'elle est la meilleure, mais elle devient la meilleure parce qu'elle a été choisie. Ici, c'est le cas de la simplification des assolements. Le verrouillage, il est systémique. Il est systémique, je viens de l'illustrer dans la diapo précédente. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire, il n'y a personne qui verrouille. Tous les acteurs sont solidairement responsables parce que chacun joue son intérêt économique à court terme et que si on voulait que ça change, il faudrait que tout le monde change en même temps. Il faut voir le verrouillage en fait comme le résultat de l'efficacité d'un secteur économique face au jeu d'objectifs qui prévalait au moment de sa structuration. Les acteurs se sont très bien coordonnés, les technologies sont performantes, et c'est quand on change le jeu d'objectifs, comme aujourd'hui quand on parle de réduction des phytos, que le système a du mal à changer. Et c'est là qu'on va dire qu'il est verrouillé. En fait, dans un système sociotechnique verrouillé, il y a de l'innovation, mais il y a de l'innovation seulement des innovations qui ne remettent pas en question les stratégies des acteurs, leur réseau, leurs organisations. C'est seulement celles-là qui ont des chances de se développer. On va en voir l'illustration sur la diapo, sur des diapos suivantes. Alors, avant de passer à ces diapos, je voudrais juste signaler, pour faire le lien avec les pesticides, qu'il y a un verrouillage analogue autour de l'utilisation des pesticides et que les deux sont évidemment interconnectés, comme vous vous en doutez, puisque l'allongement des rotations n'est pas possible ou il est compliqué par les difficultés de développement des filières pour les espèces de diversification. Donc l'allongement des rotations, solution pour réduire les pesticides, compliqué par le verrouillage autour des espèces dominantes. Le verrouillage autour des pesticides, je l'illustre ici par un certain nombre de difficultés de développement d'autres solutions, comme les variétés résistantes aux maladies, qui sont parfois, pas toujours évidemment, mais dans un certain nombre de cas refusées par les transformateurs, comme par exemple la pomme de terre ou l'orge de brasserie, car ça imposerait un changement de procédé. Les mélanges de variétés de blé, qui sont handicapés par la préférence de beaucoup de meuniers par des lots de variétés pures qui leur permettent de définir leurs assemblages eux-mêmes, les associations d'espèces qui sont très efficaces pour réduire les pesticides, mais le tri n'étant pas organisé, c'est pas très facile à faire pour un agriculteur. Les conduites de blé bas intrants qui sont handicapées par la réticence des collecteurs vis-à-vis d'une réduction du volume. Il s'agit de remplir les silos, nous disent-ils, nous disent certains d'entre eux. Et autre dernier exemple, mais on pourrait allonger de manière assez importante, l'organisation des paysages, c'est-à-dire la diversité des espèces et des variétés, qui favorise les auxiliaires et qui favorise la gestion des résistances. Il n'y a pas d'acteurs qui se considèrent comme légitimes pour organiser la lutte au niveau du territoire. Bref, le système fonctionne de telle manière que les seules innovations
qui se développent, sont les innovations qui ne changent pas de manière fondamentale les pratiques des différents acteurs. Ce verrouillage, comme tout à l'heure, je vais l'illustrer sur des articles de la presse agricole. Le pourcentage d'articles traitant de la réduction des pesticides, ici réparti de 2008 à 2018, selon les voies de réduction mises en avant dans 4 revues techniques nationales s'adressant aux agriculteurs. Vous voyez que ce qui domine, c'est en rouge les articles sur le positionnement des applications de pesticides, c'est-à-dire les outils d'aide à la décision. Vous avez un développement, entre autres, en relation avec la montée en puissance du biocontrôle, de la substitution d'un autre entrant aux pesticides chimiques. Et puis, en vert, minoritaire, en petit développement malgré tout, les solutions qui relèvent de la conception pour réduire les risques de bioagresseurs. Les outils d'aide à la décision restent donc la voie privilégiée par le Conseil parce qu'ils permettent de ne rien changer d'autre que mieux raisonner l'application de pesticides. C'est une solution intéressante, mais ça ne suffit pas pour des baisses conséquentes. Et puis la montée en puissance de la substitution. La diversification des cultures, ici en blanc dans la partie verte, est rarement présentée comme une voie de réduction des pesticides. Vous voyez, il y a relativement peu d'articles. Ça recoupe ce que je disais tout à l'heure. Alors, comment surmonter ce verrouillage pour rediversifier les assolements et les rotations? Les expériences passées dans d'autres domaines, comme l'énergie ou les transports, peuvent servir de guide pour repérer les endroits où il faut agir. En fait, la première idée, et vous vous en rendez compte assez facilement à partir de ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, tout chemin vers la diversification repose nécessairement sur la mobilisation simultanée et organisée de nombreux acteurs, avec 2 grandes catégories d'actions coordonnées qui sont nécessaires pour faire bouger les lignes. Tout un travail au niveau des acteurs locaux qui doivent organiser des filières et des débouchés pour les cultures de diversification, et au niveau des pouvoirs publics, utiliser les leviers de l'action publique pour favoriser le développement des filières de diversification. Je vais vous présenter quelques diapos sur chacun de ces 2 points pour terminer ma présentation. Alors je reviens, donc ça, cette diapo, vous l'avez déjà vue. Et donc, on va voir quelles sont les innovations, quels sont les changements qui sont nécessaires pour organiser des filières et des débouchés pour ces cultures de diversification. Et donc, il y a plusieurs leviers à actionner simultanément. J'insiste sur simultanément parce que ça n'est pas en débloquant à un endroit qu'on va débloquer la situation, parce qu'il y aura d'autres endroits où ça va coincer. Alors, pour développer des filières de diversification, premier levier, le levier des débouchés. Fonder une différenciation des produits issus des cultures de diversification sur des qualités reconnues par le marché. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile et donc important à rappeler d'emblée. Le levier de l'innovation est essentiel, avec des variétés améliorées, des nouveaux systèmes de culture, des nouveaux procédés de transformation. Enfin, le levier de la coordination des acteurs, il s'agit de favoriser l'interconnaissance, l'échange d'informations, le partage de la valeur pour que la filière se monte. Et c'est l'ensemble de ces rectangles jaunes qui doivent être activés de manière coordonnée pour que la culture puisse se développer. Alors, ce problème de développement des cultures de diversification, on le rencontre pas seulement en France, on le rencontre dans toute l'Europe. Il y a d'ailleurs des programmes européens sur la diversification des cultures qui sont en cours. Et voilà ici un résultat d'un de ces programmes européens où une industrie italienne, dans les Marches, développe la production de petits et moyens épeautres conventionnels et biologiques. Et vous allez retrouver les différents leviers que je viens d'évoquer. Le levier des débouchés, avec la mise en place d'une traçabilité du semis à la commercialisation. Le levier de l'innovation, avec la création de variétés adaptées aux conditions locales et aux débouchés alimentation humaine, avec la conception d'itinéraires techniques économes pour l'épeautre, qui est une culture rustique, avec la réduction des risques sur la commercialisation via une diversité des produits et des clients. Les leviers de l'innovation qui sont mis en œuvre donc, par cette industrie italienne et pour monter une filière comprennent aussi un levier de la coordination des acteurs avec différentes zones de production qui sont explorées pour réduire les risques sur les volumes et la qualité, ainsi qu'un accompagnement par les industriels de leurs clients sur les pratiques de transformation et enfin des prix garantis.
des prix garantis aux agriculteurs pour aider à développer la culture. Bref, des formes qui vont être différentes selon les cas et illustrées ici sur ce cas italien. Tout à l'heure, je disais il s'agit de développer des filières, mais il s'agit aussi que les leviers de l'action publique soient actionnés pour faciliter le développement de ces filières. Sans action publique, il n'y aura pas de développement de filières de diversification, ou alors ça sera extrêmement difficile. Alors, l'action publique, elle peut s'exercer à différents niveaux. Dans la formation initiale, par exemple, mettre en avant les vertus de la diversification dans les lycées agricoles, c'est quelque chose qui se fait dans le cadre du plan enseigné à produire autrement du ministère de l'Agriculture, et ainsi que des expérimentations dans les lycées agricoles. Alors, vous me direz, ça agit à long terme. Oui, mais tous les processus dont on parle sont des processus qui doivent être raisonnés sur le long terme, parce que ça ne se fera pas, on l'a vu d'ailleurs pour le plan Ecophyto ces 10 dernières années, ça ne changera pas avec un claquement de doigts. Les incitations par la PAC peuvent jouer un rôle. Bon, le volet diversification du verdissement de la PAC aurait pu jouer un rôle s'il avait été un peu plus exigeant. L'intégration des légumineuses dans les surfaces d'intérêt écologique, qui a été tentée à un moment, puis abandonnée suite à des exigences de coordination européenne. Mais en tout cas, là, il y a des choses possibles. Et puis également, les pouvoirs publics pourraient développer des synergies entre domaines d'action publique, des synergies qui sont actuellement assez faibles. Chaque politique agricole, environnementale, nutritionnelle étant définie indépendamment des autres. La coordination des politiques agricoles et environnementales permettrait, par exemple, de construire des filières en s'appuyant sur les aires d'alimentation de captage, ou la coordination des politiques agricoles, environnementales et nutritionnelles permettrait de s'appuyer sur la transition nutritionnelle, c'est-à-dire actuellement la diminution de la consommation de protéines animales pour développer les surfaces en légumes secs, protéines végétales, qui se substituant progressivement dans l'alimentation aux protéines animales. S'il n'y a pas une coordination des politiques, les légumes secs, on va les importer. C'est d'ailleurs ce qui se passe déjà aujourd'hui. Pour terminer, un exemple un peu plus complexe, c'est celui de la transition de la filière chanvre en France, qui va vous montrer l'ensemble des acteurs à l'œuvre, même de manière très limitée, pour cette augmentation. Vous voyez ici l'augmentation des surfaces en chanvre, qui n'est pas une augmentation considérable, puisqu'on n'est qu'à 16 000 hectares environ en 2020, mais une augmentation qui est tout à fait réelle, avec un certain nombre d'à-coups. Alors, c'est des coopératives qui développent le chanvre en relation avec les producteurs, en relation avec le marché des coproduits, en relation avec la fabrication de panneaux de chanvre, éventuellement de chanvre et de lin, et en relation avec la fabrication de biomatériaux. Et la coopérative qui est illustrée, dont le travail est illustré ici, a monté une usine de biomatériaux, avec une gestion qui est différente pour le lien au producteur et le lien au transformateur. Pour le lien au producteur, la coopérative travaille avec des contrats incitatifs, prix garantis, des prix supérieurs au marché, de manière à assurer une production régulière et une coordination technique étroite, les agriculteurs étant intéressés par le fait que le chanvre est une culture de printemps sur laquelle on applique moins de phyto et qui nécessite moins de travail que la plupart des autres cultures. Au niveau de la transformation, la coopérative est dans des marchés au comptant de type spot, ce qui ne pose pas a priori, ce qui ne pose pas trop de problèmes, au moins à première approche, puisque les débouchés sont porteurs et que les performances des panneaux de chanvre sont intéressants pour le bâtiment et les travaux publics. Mais ça entraîne quand même un certain nombre de problèmes, puisque le prix final des panneaux de chanvre est 3 à 5 fois supérieur au prix final des panneaux de laine de verre, que le produit est insuffisamment démarqué sur le marché, et que la normalisation des panneaux dans le bâtiment et travaux publics est peu favorable. Côté agriculture, l'inconvénient, c'est que la marge est plus faible que celle d'un certain nombre de têtes de rotation, une variabilité du rendement, la culture est rustique, mais bon, ça a quand même ses limites, et des difficultés d'organisation des bassins. Ça donne des changements qui sont actuellement à l'œuvre, qui sont en train de se développer au niveau de l'industrie,
avec une segmentation des marchés qui se développe, une promotion de marques. Et puis, les pouvoirs publics ont agi par une nouvelle réglementation des panneaux d'isolation, qui est plus favorable aux panneaux renouvelables. Au niveau de la production et la collecte, l'élaboration de références locales, le travail sur la réduction des coûts, l'innovation dans les modes de récolte, mais qui a nécessité de revoir les ambitions de 3000 hectares en 3 ans à 1350 hectares en 2020. Enfin, au niveau de la filière, une réorganisation de l'interprofession qui est quelque chose de très important par rapport à l'organisation collective. Également, une réflexion sur la sélection et sur les débouchés du chêne libre, donc des graines de chanvre. Voilà tout un tas de modifications qui touchent aussi bien les acteurs locaux que les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui favorisent le chanvre par un certain nombre d'actions, comme par exemple des aides couplées, comme par exemple l'appui à l'interprofession ou des normes que j'ai évoquées sur les réglementations thermiques. Pour conclure, la diversification des cultures, on sait qu'elle est incontournable pour une agriculture durable, ça a été montré dans l'exposé précédent. Et ce que je rajoute celui-là, c'est que pour réussir la transition vers la diversification, il faudra surmonter des verrouillages qui sont en fait liés aux réussites du passé. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que le passé, il a configuré beaucoup la manière de penser des acteurs et leurs organisations. Et le verrouillage supposera une mobilisation collective au niveau des filières, au niveau des territoires, une mobilisation des agriculteurs, des semenciers, des transformateurs, des distributeurs, des chercheurs, des conseillers techniques et de gestion, des pouvoirs publics, des consommateurs. Bref, tout le monde. Je vous remercie. Merci Jean-Marc pour cet exposé. Alors, les questions, il y en a beaucoup. On ne va pas toutes les prendre. Je pense qu'il y a 2 séries de registres de questions qui, pour moi, sont intéressantes. D'abord, il y a des questions sur, que tu as un peu traité surtout à la fin de ton exposé, sur qu'est-ce qui s'est passé ou qui se passe en gros actuellement. Depuis 2013, est-ce que rien n'a bougé ou est-ce qu'on peut quand même repérer des signaux faibles ou forts sur certains aspects positifs et encourageants? Et c'est Philippe Martin notamment qui nous a posé cette question-là. Dans la dernière réflexion, qui est plutôt une réflexion qu'une question de Bertrand Aumont, il cite un certain nombre d'expériences actuelles qui montrent que quand on veut lever les obstacles, on peut le faire, prestation pour le tri d'espèces, proposition de nouveaux débouchés. Donc ça, c'est des questions sur qu'est-ce qui bouge finalement et qui peut nous donner un point de vue positif. L'autre registre de questions, c'est sur la recherche. Est-ce qu'on considère qu'on sait déjà suffisamment de choses sur le rôle entre la diversification ou plus généralement les pratiques agroécologiques et l'impact sur la biodiversité et la réduction des pesticides? Et donc finalement, c'est vraiment un problème de mise en œuvre et de politique publique. Ou est-ce qu'il y a, et quelles sont actuellement les pistes de recherche sur tout ça, en particulier sur les cultures mineures? Est-ce que l'INRAE travaille beaucoup sur les cultures dont on a parlé, dont on exposait, sur celles qui rendent possible la diversification? Et cette question sur l'amélioration des espèces mineures, elle est revenue plusieurs fois. Voilà, c'est ça les 2 séries de questions sur lesquelles tu veux bien y répondre. Oui. Merci. Excellente question. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, ça bouge un peu, pas beaucoup quand même. C'est-à-dire il y a des filières qui se développent parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont mis d'accord pour les développer et qui ont organisé les choses. En fait, il y a eu un certain nombre de validations a posteriori de ce qu'on avait analysé en 2013 et qu'on a continué à suivre. Alors bon, vous avez l'exemple du soja, qui est l'exemple de développement volontariste d'une filière de soja non OGM en France et même dans d'autres pays européens.
le chanvre fait partie aussi des exemples, vous l'avez vu. Bref, il y a un certain nombre de cas où les choses bougent, mais ça bouge très très lentement. Quand on voit par exemple que la filière sarrasin a tant de peine à s'organiser alors qu'on a un produit qui est identitaire pour une région française qui est plutôt touristique, avec les galettes de sarrasin bretonne, et qu'on a une production en France irrégulière. Mais enfin, l'organisation, elle tarde beaucoup à se mettre en place et on continue à importer la très très grande majorité du sarrasin consommé en France depuis la Chine ou le Canada. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a un grand nombre de cultures de diversification possibles pour lesquelles les acteurs ne se sont pas suffisamment mis d'accord pour qu'il y ait des progrès réellement dans le montage de nouvelles filières. Mais il faut être positif. Il y a des choses qui bougent et on sent vraiment cette volonté de la part d'un certain nombre d'acteurs de modifier de monter ces nouvelles filières et un savoir-faire collectif aussi dans le montage des filières qui tend plutôt à se développer. Ce qu'on a constaté dans l'étude de 2013, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'échecs dans les années passées. Il y avait des tentatives, mais beaucoup d'échecs, à cause de mauvaise coordination en particulier. Alors, au niveau de la recherche, j'ai dit il y a un verrouillage qui gêne l'action de l'ensemble des acteurs. Les chercheurs n'en sont pas exempts. Les chercheurs sont dans le verrouillage. La recherche agronomique, l'INRA, a abandonné au début des années 2000 la sélection de très nombreuses espèces de diversification pour se concentrer sur des espèces types. Et comme par hasard, l'INRA a choisi le blé, le colza, le maïs. Voilà. Donc, c'est une très très belle illustration du fait que la recherche est dans le verrouillage aussi et a du mal à revenir en arrière. Alors là aussi, il se passe un certain nombre de choses. En agronomie, la diversification des cultures est devenue un thème vraiment important. En génétique, il est un peu plus dur de sortir des espèces, il semble que c'est un peu plus dur de sortir des espèces types. Alors, il y a sans doute des raisons du type que publier sur une grande espèce, ça donne un article qui est beaucoup plus connu que publier sur une petite espèce qui est peu cultivée dans le monde. Il faudra peut-être que la direction de l'INRA installe des régulations pour inciter réellement, et des régulations sur l'appréciation des publications, pour inciter réellement à travailler sur les petites espèces. Il y a un travail aussi sur l'appui de la part de l'INRA à la sélection d'espèces qui seraient qu'un ensemble d'acteurs souhaiterait développer. Ça, je ne sais pas, on en a parlé, je ne sais pas si c'est vraiment en place. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'INRA. Mais je connais mieux l'INRA, je connais bien l'INRA, je connais assez bien aussi les instituts techniques. On pourrait dire la même chose pour les instituts techniques. Les instituts techniques, regardez les pages web des instituts techniques de grande culture. Eh bien, ils parlent avant tout des espèces qu'ils connaissent bien, qui sont les espèces très très cultivées. Pour trouver sur le site d'Arvalis des informations sur les espèces de diversification, il faut faire plusieurs clics et pas se tromper, il faut y aller. Donc bref, il y a du travail partout. Tout le monde est dans le verrouillage. Et je ne montre pas du doigt les uns ou les autres. Je pense que c'est de la régulation collective qui a abouti à ça. Merci Jean-Marc. Il y a beaucoup de questions qui viennent d'arriver, on ne va pas pouvoir les prendre. Et surtout, il y a aussi des réflexions intéressantes. Je crois qu'on peut aussi dire qu'il y a des signaux positifs à l'INRA. Je crois que le programme Cultiver, Protéger Autrement, il en est un. On espère que les différents projets qui démarrent vont nous amener vers un changement de paradigme. Mais je crois que c'est la volonté de tous ces chercheurs engagés dans cette aventure. Bon, mais très bien. Et maintenant, on va justement passer la parole à une entreprise de diversification, si on peut dire, l'entreprise Valorex. Et c'est Stéphane Douabin qui va nous expliquer quel est le projet de cette entreprise.
Donc, Stéphane, si vous êtes là, je ne vois pas. Voilà, très bien. Si vous pouvez nous partager votre présentation. En mettant en mode diaporama. Ouais. Alors, attendez, diaporama. Ici, en bas à droite. Oui. J'ai quelque chose qui me... Hop, voilà. Voilà, c'est bon? C'est très bien, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Douabin, Société Valorex. Je m'occupe des achats hein, pour le groupe Valorex et puis des filières végétales qu'on a mis en place depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ça fait un petit peu plus de 3 décennies que je suis à Valorex. Donc, quelques chiffres par rapport à Valorex et puis l'activité. Donc, on a trois axes d'activité principales, qui sont donc la nutrition animale, l'alimentation humaine et puis l'écosens, qui est une application de service auprès de nos clients. Quelques chiffres. Donc aujourd'hui, c'est pour le groupe Valorex, c'est 100 salariés, c'est 3 sites de production, c'est 216 000 tonnes d'aliments et spécialités, c'est 15 brevets, c'est 420 publications scientifiques et pour un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Comment on est passé donc sur les chiffres depuis 20 ans. Donc on est passé de 30 à 100 salariés, de 1 site à 3, de 50 donc à 216 000 tonnes, de 0 brevet à 15, de 5 à 420 et de 35 millions de chiffre d'affaires à 80 millions de chiffre d'affaires. La filière qu'on m'a demandé de présenter, donc c'est à la fois sur le lin, mais sur les protagineux également. Donc, il faut savoir qu'en 2000, en lin oléagineux, on était sur des bases de 3000 hectares. Et aujourd'hui, on est sur des bases de 25 000 hectares, dont 5 000 hectares de lin bio. Et je vais, comment dirais-je, en parler un petit peu plus tard sur le développement de la filière du lin oléagineux. Alors, on a parlé d'innovation et de recherche collaborative tout à l'heure avec Monsieur Ménard. Il est vrai que la stratégie de l'entreprise de Valorex, c'est un peu le cœur du métier. Donc, c'est un modèle qui a développé avec beaucoup d'énergie dans l'innovation collaborative, donc avec plus de 50 pôles de compétences scientifiques depuis 20 ans. Donc, vous avez une petite représentation des pôles de compétitivité ou de compétences scientifiques. C'est 420 publications donc dans les revues scientifiques internationales à comité de lecture. C'est 15 brevets et donc c'est 6 études cliniques, donc en lien bien entendu avec l'association Bleu Blanc Cœur, sur différents thèmes, notamment l'obésité, le diabète, l'allaitement et récemment sur l'effet au niveau du Covid. Donc, au niveau de la recherche, sur les axes de recherche et d'innovation, donc 92 à 99, on a travaillé donc sur les performances et santé animale. 2000 à 2007, surtout sur la nutrition et santé humaine. 2008 à 2015, donc durabilité des systèmes d'élevage. Et 2016 à 2020, durabilité des systèmes agricoles et alimentaires. Tout ça, donc, sur une responsabilité sociale de l'entreprise, innovation responsable, avec l'activité, donc, nutrition animale, mais pas que, avec l'alimentation humaine également, et donc des indicateurs externalisés positifs. Alors, on a parlé d'organisation tout à l'heure. Il est vrai que au sein on a un slogan de notre démarche, donc qui est du champ à l'assiette. Donc, on travaille en culture, donc qu'on essaie de développer localement. Donc, on est fort de notre expérience locale où nous déployons donc en valorisant donc les filières, en préservant donc les emplois. Donc, on a parlé également aussi tout à l'heure d'organisation, récolte et transformation.
donc pour maximiser la digestibilité des graines et protéagineuses. Donc au niveau de la transformation, bon, l'outil principal est spécifique chez Valorex, donc c'est le traitement par process donc de cuisson à la vapeur. Donc après, il y a un lien donc avec un accompagnement dans les élevages, avec des rations à forte valeur. Donc le fait du procédé d'extrusion donc permet d'améliorer donc les valeurs zootechniques et économiques. Tout ça en lien donc avec les outils digitaux qui sont donc au cœur de notre démarche, à la fois pour suivre les cultures au champ, mais aussi au niveau des élevages. Donc les filières agroalimentaires donc qui accompagnent, j'en ai parlé aussi au niveau des services, expertise dans la mise en place donc poursuivi de nos producteurs, et tout ça en lien donc bien entendu avec le consommateur, et donc servi dans les assiettes l'avenir de l'alimentation, les citoyens du monde. Donc ça, c'est les différences process et puis innovations qu'on a eues. Donc à la fois avec les gammes Tradilin et Prodival, les outils, les instituts techniques au niveau des oméga 3, la diversification sur la valorisation et les outils digitaux, le bilan donc carbone avec Ecomatane, et puis bien entendu le lien avec le consommateur avec l'association Bleu Blanc Cœur. Donc les missions de Valorex, donc c'est construire les produits et des services reconnus et mesurables, développer des filières agricoles et alimentaires durables, et donc créer de la valeur ajoutée donc du champ à l'assiette. Alors, au niveau des perspectives de développement, bien entendu, au niveau des filières, donc le lin, bien évidemment, dans les filières d'élevage de toute espèce, en France, mais aussi en Europe. Donc des multiservices au niveau zootechnique en élevage, santé des animaux, de l'homme, au niveau de l'environnement, au champ, donc avec bien entendu l'association Bleu Blanc Cœur qui est créée depuis 2000 à l'initiative de Valorex, mais qui aujourd'hui est en termes de reconnaissance c'est un atout majeur pour le développement également de Valorex sur nos filières. Donc au niveau du lin, mais aussi au niveau des légumineuses, févrole, pois, lupin et soja. Donc on a un savoir-faire issu de 6 années de recherche collaborative, des programmes d'investissement ambitieux, donc multi-bénéfices également sur la partie zootechnie en élevage, santé des animaux et de l'homme, et aussi portés entre autres par Bleu Blanc Cœur. Donc ça, c'est des liens au niveau des sites différents de Valorex et de communication. Alors, au niveau des partenaires et des outils industriels, parce que donc je vais développer la partie, comment dirais-je, régionalisation et production de filières autour de nos outils industriels. Donc on est basé en Bretagne, hein, donc à Combourtillé, qui est une petite commune de village gaulois située entre Vitré, Fougères et Rennes, là où il y a 2 sites d'extrusion proches, un donc à Combourtillé et l'autre à Châtillon-Vendelais, où on est agréé en agriculture biologique et non OGM. Après, on a 4 partenariats, 4 sites qui produisent sous licence de marque Valorex. Un donc dans le Poitou à Ingrandes-sur-Vienne, en partenariat avec une coopérative qui s'appelle Terrena. Un dans le Doubs avec un partenaire qui s'appelle Moulin d'Havane Établissement Chase. Et un dans le sud-ouest, on va dire, donc en partenariat avec RAGT, et un en Bretagne en partenariat avec Tromelin et la coopérative Eureden. Au niveau de la sélection et du développement donc de notre filière lin oléagineux, donc j'ai essayé de développer donc autour des outils de transformation. Donc on a 7 grands bassins de production au terroir variés.
Donc aujourd'hui, on contracte à peu près 16 000 hectares sur les 20 000 hectares de lin conventionnel. Je parlais 25 tout à l'heure parce qu'on est entre 4 et 5 000 de lin bio. On fait du lin bio également. Tout ça pour l'association Bleu Blanc Cœur également, qui a un débouché de bio. Aujourd'hui, c'est une organisation avec 60 îlots de producteurs et partenaires. Et donc, on travaille avec des productions locales et un développement, j'ai entendu tout à l'heure, avec des soucis au niveau de certaines régions, au niveau du colza. Le lin commence à prendre sa place, même si on joue pas la même cour avec les surfaces, mais dans des zones où c'est un petit peu plus compliqué en colza. Comment nous sommes organisés? Donc moi, le premier travail que j'ai pu faire pour développer au niveau de la filière et au sein de Valorex, c'est qu'on s'est rapproché donc des semenciers pour sélectionner des variétés. Tous nos contrats sont faits avec des semences certifiées, donc avec une traçabilité. Et donc, il y a un partenariat fort avec les semenciers pour développer ces variétés, à la fois avec leur richesse en oméga 3 et selon le positionnement dans les zones de production pour la culture ensuite. Donc, le rôle au niveau de Valorex, c'est de coordonner, hein, donc entre autres avec les contrats d'achat et puis les relais d'information au niveau des experts. Les experts qui sont les instituts techniques pour partager les connaissances. Donc au niveau des essais agronomiques, Terre Innuvia, l'INRA, les chambres d'agriculture, et puis un lien fort avec les organismes collecteurs qui s'approvisionnent de semences auprès des fournisseurs donc de semences certifiées et donc qui participent aussi au niveau des essais agronomiques. Au niveau de la contractualisation, Valorex n'a pas forcément pour but de contractualiser direct avec les agriculteurs, sauf pour une association, notamment dans le 28, autour de Chartres, où j'ai une association qui s'appelle Graines de lin 28. C'est une soixantaine de producteurs historiques qu'on travaille. Sinon, on travaille avec des organismes collecteurs qui sont des coopératives ou des services privés. Tout ça dans un cadre de contrat avec un prix minimum garanti, une annexe à la qualité, on paye à la qualité en fonction des teneurs en oméga 3, et donc un cahier des charges, enfin un cahier de production en fonction des impuretés. À côté, on demande une traçabilité donc de la parcelle avec les itinéraires culturaux. On a maintenant une base de données qui est de cette année de référence avec plus de 1000 échantillons et fiches parcellaires qui nous permettent de faire des restitutions justement pour accompagner et améliorer la productivité. Donc tout ça, c'est une organisation à la fois de garantie de débouché. J'entendais tout à l'heure, la valorisation passe par le débouché. Et oui, mais il faut accompagner à la fois le stockage, la logistique et donc la mise en place au niveau des parcelles et l'accompagnement technique. Donc, sous forme Tradilin, donc c'est les graines à qualité, donc sélection par rapport aux teneurs d'oméga 3, car on a une obligation de résultat. On verra tout de suite sur la slide qui va suivre. Donc, diversité des sources d'énergie et de protéines, traçabilité et contrôle des approvisionnements. Donc, procédé de cuisson-extrusion, donc libération des composés des graines, amélioration de la digestibilité, détoxification donc par l'accès de la vapeur et protection naturelle des protéines. Donc ça, c'est la transformation. La traçabilité, donc comme je disais, c'est une obligation de résultat par rapport à Bleu Blanc Cœur. Donc à la base, si on n'a pas les teneurs en oméga 3 de la graine de lin, on va pas le retrouver donc dans l'œuf, dans la viande, dans le lait. Donc c'est pour ça qu'on travaille des semences certifiées et des teneurs à haute teneur et des valeurs à haute teneur en oméga 3. Comment c'est tracé? Donc, à chaque réception, on a un prélèvement d'échantillons par une canne sonde et donc on analyse chaque camion par infralyseur. Hein, c'est un IRS qui permet de détecter donc les teneurs en oméga 3 et puis donc d'affecter les cellules de stockage selon la qualité.
Et donc, on a 6 à 7 cellules de stockage sur le site de Combourtillet. Et après, pour nos outils régionalisés, eh bien, on adapte l'approvisionnement en fonction de la qualité des zones de production. Au niveau des protéagineux, donc sur le lin, c'est Tradilin, sur les protéagineux, donc c'est Prodival. C'est un peu le même système, hein. Donc, on a une sélection des graines en fonction des teneurs en protéines et en fonction des qualités aussi. Comment dirais-je, à la base des graines en fonction des facteurs antinutritionnels type vicine ou convicine. Donc, on fait nos sélections de graines. Après, le principe d'extrusion, c'est le même que pour le lin. Donc, devant les attentes sociétales de plus en plus importantes, donc l'alimentation animale, ça doit limiter l'utilisation de soja d'importation. Il est vrai que je suis aussi acheteur de tourteaux de soja, mais si on pouvait s'en passer à Valorex, on s'en passerait. Et on s'en passerait donc en remplacement par ce qu'on essaye de mettre en place, enfin déjà depuis quelques années. C'est pas évident, mais on y vient petit à petit. Donc avec des protéagineux type févrole, type hiver ou printemps, donc avec leur richesse en protéines, à fleurs blanches ou colorées en fonction des tanins et facteurs antinutritionnels, comme je disais, par rapport à des facteurs vicine, convicine ou galactoséides. Des pois type d'hiver ou printemps, on recherche la richesse en protéines, et également des graines de lupin, hiver ou printemps, riches en protéines, donc lupin blanc ou lupin bleu. On utilise aussi du soja métropolitain. J'ai entendu tout à l'heure parler de la filière soja en France. Donc, on utilise le soja France pour le traitement au niveau de l'extrusion. Donc, dans la communication et dans les webinaires qu'on a pu mettre en place également depuis le début de l'année, depuis le début, enfin sur le mois de mai et courant juin. Donc, on a fait un webinaire amont de la filière lin. Il y a un webinaire Févrole qui est prévu le 4 juin. On réalise également avec des partenaires des réunions ou des journées, ce qu'on appelle le bout de champ, pour aller sur les essais de plateforme et donc communiquer sur ces cultures, on va dire mineures, mais qu'on porte à bout de bras. Et donc, on fait des journées d'accompagnement avec les instituts techniques, Terrinovia, Chambre d'agriculture, auprès de nos producteurs. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur notre filière. Et puis, je suis en attente avec vos questions, s'il y en a. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. Effectivement, ça a suscité beaucoup de questions. Donc, je vous en soumets quelques-unes. Oui. Vous avez expliqué que vous travaillez dans des bassins de production variés. Quelqu'un se pose la question de pourquoi il n'y a rien dans le sud-est. Pourquoi, voilà, voilà, c'est une question. Une autre question sur cet aspect un peu régional. Est-ce que la qualité attendue et les contrats sont adaptés en fonction des territoires et avec les organismes collecteurs pour tenir compte justement des spécificités territoriales? Donc ça, c'est deux questions sur cet aspect de diversité. Une autre question, c'est jusqu'où vous pouvez aller actuellement. Actuellement, sur le lin, par exemple, vous avez 25 000 hectares, si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit multiplié par 5, par 10? Est-ce que vous avez un objectif de ce type-là? Je vais vous donner toutes les questions, parce qu'avec notre planning hyper chargé, si ça ne vous ennuie pas, encore quelques-unes, en tout cas une ou deux autres. Une question sur l'intérêt pour les producteurs de la culture, des cultures de diversification que vous proposez. Donc, c'est la question clé, mais par exemple, sur le lin, autant on voit bien l'intérêt économique, autant un participant nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'impasses techniques actuellement avec le vulpin, le régras, et qui reste quand même un grand handicap pour les producteurs. On aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Et j'ai une dernière question, c'est le rôle qu'a joué dans la gouvernance la filière bleu-blanc-cœur en termes de fédération d'acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez senti ça? Voilà, je m'arrête là. Il y a plein d'autres questions qui sont vues. Si on a le temps, on fera un deuxième tour de questions, on va voir. Mais vous pouvez déjà répondre à celle-ci.
Si vous D'accord. pouvez lever votre présentation, si vous Comment? voulez, si vous voulez enlever le partage d'écran, comme ça, on vous voit et c'est plus sympathique. Ouais. Alors, hop. Partager, il doit y avoir la possibilité inverse, si vous trouvez. Sinon, c'est pas grave. Arrêter. Arrêtez le partage d'écran, oui. Alors, Mais pas mettre, arrêter tout. Attendez, sinon quelqu'un va pouvoir le... Voilà, c'est bon. est-ce Super. que c'est bon là? Parfait. Bon, très bien. Oui, alors sur le sud-est, donc il est vrai que c'est une région où, par rapport aux sites d'industrie, enfin industriels, on n'a pas forcément beaucoup développé. Et il est vrai qu'on essaye de faire le lien du champ à l'assiette avec la nutrition animale, et on est plutôt concentré autour de nos outils de production et de développement de nos clients partenaires en nutrition animale. Donc voilà la cause pourquoi au niveau du sud-est, il y a un petit peu moins de surface. Au niveau de la qualité, il est vrai que selon, on a un facteur climat qui impacte sur les qualités en teneur en oméga 3, c'est un peu comme la protéine ou le teneur en huile dans les oléagineux. Et c'est pour ça que je diversifie les zones de production, 60 îlots de production sur toute la France. Alors avec 16 000 hectares, ça fait les îlots de production, les plus grands sont de 1000 à 1500 hectares, mais j'ai des îlots aussi de 250 à 300 hectares. Et il est vrai qu'on est en lin de printemps ou en lin d'hiver. Et donc, on adapte en fonction de l'hygrométrie. Et il faut surtout pas de stress hydrique au moment de la floraison. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur les fiches parcellaires et d'essayer de comprendre l'impact des journées échaudantes un peu sur les zones de production. Et donc, on adapte les variétés en fonction de la zone de production. Au niveau de l'intérêt, au niveau du producteur et l'intérêt économique, il est vrai que on se retrouve dans certaines régions. Je l'ai évoqué, hein, que ce soit le centre de la France ou région Bourgogne. On a parlé en début d'exposé sur des rotations courtes avec blé et colza. Et donc le colza, certaines régions on peut plus, enfin c'est un peu plus compliqué. Et donc, on retrouve un intérêt économique dans ces zones de production qui permettent de casser la rotation. J'ai cité aussi des producteurs du 28 avec qui je partage la production depuis pas loin de 20 ans. Et on arrive toujours à trouver un compromis entre c'est vrai que certaines années, c'est pas la meilleure marge, mais il résonne plutôt rotation, allongement, donc au niveau de l'assolement, et retrouve un intérêt bénéfique. Il y a également l'effet précédent, comme pour les protéagineux, qui est un blé de lin généralement gagne en valeur protéine et en rendement également. Pour le souci du désherbage et du raie gras ou du jus de pain qui est allez, sur les cultures mineures, c'est sûr qu'on casse d'autant plus parce que on a beaucoup moins on a beaucoup moins. Les molécules sont très rares, mais on a les mêmes problématiques sur le blé. Donc c'est vrai que sur le lin, notamment sur les blés d'hiver, sur les lins d'hiver. Hein, mais j'ai pu sortir là la semaine dernière. J'étais dans le centre de la France et j'ai vu certains champs de blé. Il y a aussi la problématique du raie gras. Donc c'est vrai que on n'est pas trop aidé parce que ce sont des cultures mineures et les leviers sont un peu compliqués. Moi, ce que je porte comme message, c'est revenons à la base et dans la rotation, l'allongement des rotations et des cultures pour revenir. On a parlé du non-labour et du labour également, qui peuvent être des alternatives, quoi. Et pour terminer, le rôle de Bleu Blanc Cœur, il est vrai que je l'ai cité parce que quand ça a été créé en 2000, c'est un peu le pionnier qui a permis d'aider aussi nos semenciers et d'aller vers des variétés parce qu'on pensait que dans le lin, systématiquement, il y avait des oméga 3. Or, il s'avère qu'il y a des variétés qui sont riches en oméga 3 et d'autres qui sont
un peu plus pauvres, notamment les variétés produites au Canada ou autres, qui sont des variétés Solin riches en huile pour l'huile au niveau des triturateurs qu'ils extraient l'huile du lin, l'huile qui rentre dans la peinture et pollen, et qui n'a pas besoin d'oméga 3. Or, nous, c'est une obligation de résultat, comme je disais. Et donc, c'est là la force de la filière. On part de la semence, donc d'aider les semenciers avec des variétés adaptées en fonction de la régionalisation. Et donc, le critère de qualité à réception ou d'échantillon parcellaire nous permet de valider ce qu'écrit le Blanqueur et sa communication sur une boîte 2, il y a tant d'oméga 3 apporté par le lin, quoi. Donc voilà, fédérer, parce que quand je parle d'organisation aussi de prix et de tarifs, il est vrai que avec le label Bleu Blanqueur, ça permet aussi d'avoir cette filière locale et donc de valoriser au mieux. Juste, j'ai pas répondu aux surfaces. Alors, il est vrai que après un peu plus de 20 ans maintenant de recul, on aurait pu aller à 30 000, 40 000, 50 000 hectares. Je préfère un peu limiter et se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, je sais qu'on peut développer, mais n'allons pas trop vite. Une filière, c'est organisé. Il faut qu'on ait le débouché, il faut que tout le monde se retrouve, du producteur jusqu'au consommateur, en passant par l'éleveur, le producteur de lait ou de viande ou de volaille. Et donc, c'est tout ça l'ensemble. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller à 35 000, mais je préfère aller régulièrement et se retrouver chaque année. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les attentes. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions qui sont sur le chat, mais vous avez bien répondu à celles qu'on vous a posées. Donc, merci beaucoup. Et on verra comment on peut gérer les questions qui restent. Peut-être y répondre par écrit. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Vasseur, qui est agriculteur en Eure-et-Loire et qui va nous expliquer, sur la base de son expérience, ce qu'il pense de la diversification. Donc, il faut que vous ouvriez votre micro et partagez votre écran. C'est fait. Super. Eh bien, la parole est à vous. Alors, bonjour. Peut-être en introduction générale, merci d'organiser ce type de rencontre. C'est un sujet qui me passionne et c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Je vais essayer d'être bref. Le sujet me passionnant, ça va être compliqué pour moi. Donc, si je ne vais pas assez vite, n'hésitez pas à me faire accélérer. Donc, la ferme que j'ai reprise est située à Bailleul-l'Évêque, qui est une commune au nord-ouest de Chartres. C'est une ferme, c'est un contexte de reprise familiale. Il y a environ 220 hectares de bonnes terres de limon profond avec faible charge en cailloux. Un parcellaire groupé et aujourd'hui, une personne et demie sur la ferme. Moi, je suis double actif, on y reviendra, et j'ai un salarié à 100%. C'est une zone où la rotation de la plupart de mon voisinage, c'est colza, blé, orge, avec des problèmes montants d'efficacité de désherbage et de résistance. Et sur les colza, on a des problématiques de pression d'insectes. On a eu cet automne des pressions altises assez importantes. On parle de charançon du bourgeon terminal, on parle de choses comme de charançon des siliques en ce moment, différentes choses comme ça. Pour ce qui me concerne, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 jeunes enfants pour la partie personnelle. Un point qui est important, c'est que je suis double actif. Donc à la ferme à 50%, j'ai lancé cette année une activité de consultant en développement export. J'étais, depuis la reprise jusqu'à maintenant, chef de produit dans l'industrie. Je le mentionne parce que j'ai la particularité d'avoir un revenu extérieur et ça a fortement influencé une partie des décisions que j'ai pu prendre sur la ferme. J'ai fait le choix jusqu'à maintenant de ne pas me rémunérer sur ma structure. C'est mon activité extérieure qui me fait vivre. J'ai fait ce choix au démarrage parce que j'avais des investissements de mise aux normes importants à faire. Et c'est aujourd'hui une situation qui me rend plus tolérant au risque. Je n'ai pas, du fait de cette double activité-là, l'impératif de me sortir un revenu tous les ans sur la ferme, quelles que soient les situations. Donc ça, gardez-le en tête dans ce que je vais vous présenter. Ce n'est pas un modèle qui est de ce fait-là duplicable à toutes les fermes des environs ou plus. Je me suis installé en 3 étapes entre 2015 et 2017. J'ai la chance d'avoir un parcellaire qui est extrêmement groupé. Mon père a fait un travail absolument exceptionnel en termes de remembrement.
Et donc, quand j'ai repris, c'était une ferme qui était sur une rotation très simplifiée, colza blé orge, avec une vingtaine d'hectares de pois protéagineux tous les ans. Mon père appréciait les pois comme précédent pour blé et 100% de labour. Malgré la présence des pois, on avait un début de salissement avec des ronds de raies gras et de vulpins qui se contrôlaient mal. Mon père avait lui un salarié à plein temps et était à plein temps, donc il faisait de l'épuration manuelle dans les ronds de vulpins au printemps. Pour s'occuper en juin, on va dire, et il y avait une pratique systématique du double désherbage sur céréales en antigraminées, plus assez régulièrement un rattrapage de printemps. Donc, 3 passages antigraminées. Quand je me suis installé, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. Pour moi, j'ai constaté plusieurs problèmes. D'abord, un déséquilibre très clair entre les cultures d'automne et les cultures de printemps. Je pense que c'est un des problèmes des systèmes simplifiés dont on a parlé précédemment. Un déséquilibre entre les pailles et les dicotes, une forte dépendance au phyto. Vous enlevez la béquille phytosanitaire, un système colza blé orge s'effondre directement. Les dégraminées, j'en ai parlé. Une approche à la culture et n'intégrant pas les problématiques de rapport au paysage, à ce qui se passe autour de la ferme et de la biodiversité. Une forte exposition aux marchés mondiaux. Les pistes que j'ai identifiées et que j'ai cherché à mettre en place, c'est une augmentation des cultures de printemps. J'ai visé un quart de ma surface en culture de printemps. Aujourd'hui, je suis plutôt à un tiers. Un équilibre paille-dicote s'est atteint. Une maximisation des leviers agronomiques, ça c'est vraiment par choix et par goût. Sur un système blé orge colza, ce qui était présent quand je me suis installé, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de comparable à des systèmes d'intégration en volaille, où finalement, c'est plus trop l'agriculteur qui décide de ce qu'il va faire, mais c'est son technicien. Et l'utilisation des leviers agronomiques, dans ma perspective, était une façon de reprendre un peu de maîtrise, de se rendre moins dépendant des phytos et moins dépendant du conseil du technicien. Une désystématisation du labour et l'introduction d'une partie de semi-direct, une mise en place d'infrastructures favorables à la biodiversité, une recherche de production sous contrat et de valeur ajoutée, qui est absolument inséparable de la diversification qui a été mise en place sur la ferme, et une question d'organisation de travail aussi du fait de ma double activité. Dans les grandes lignes, ce qui a été fait, j'ai redécoupé le parcellaire en 11 parcelles d'une vingtaine d'hectares chacune, me permettant de gérer de façon différenciée le labour. Quand mon père labourait, il mettait la charrue d'un côté de la parcelle, il sortait la charrue de l'autre. Quand vous commencez à découper, il y a des problèmes de limite de labour, non-labour. En découpant les parcelles et en mettant les nouvelles parcelles sont séparées par des bandes mellifères, donc j'ai 4 km de bandes mellifères sur la ferme. Ça me permet de décider de labourer une parcelle pour un choix agronomique ou pour répondre à une demande de client, sans labourer l'autre. Et donc de mieux maîtriser ce que je fais, de mieux maîtriser mes historiques. Aujourd'hui, j'arrive à peu près un labour un an sur 3, et ça me permet une meilleure gestion de mes précédents. Deuxième choix, mis en place la maximisation des leviers agronomiques, donc diversifier les rotations. Aujourd'hui, il y a sur la ferme 14 cultures principales, mise en place de cultures de printemps. Date de semis décalée, j'essaye de semer mes colzas avant le 15 août et mes céréales après le 15 octobre, voire en novembre. J'ai augmenté la part de cultures associées. Donc, tous mes colzas sont associés. J'ai pour la première fois cette année du blé associé avec de la luzerne vivante. Et j'ai retravaillé les enchaînements. Ça, c'est, me semble-t-il, un point important dans une reconception de système, c'est de remettre en question les enchaînements de culture. Mon père mettait un blé après un pois pour valoriser l'azote. Or, les céréales valorisent très peu l'azote à l'automne. Aujourd'hui, après une légumineuse, je mets un colza qui valorise extrêmement bien l'azote à l'automne, et on a 2 ans pour gérer les graminées qui sont problématiques dans la région. Les résultats sont plutôt encourageants sur la ferme, avec par contre l'arrivée d'une nouvelle flore, avec entre autres du chardon, du fait de la limitation du travail du sol. Je commence à avoir du brome dans les parcelles parce que j'ai plus de culture de printemps, mais dans des proportions tout à fait raisonnables. Autre point, diversifier et équilibrer l'assolement. Donc 14 cultures cette année, plus du sarrasin en dérobé, plus un essai variétal de soja sur 1 hectare, un tiers de culture de printemps, un équilibre atteint entre dicotylédones et graminées,
Et le système de diversifié me permet de mieux gérer le travail du sol, avec des cultures qui peuvent se semer en direct, derrière précédent, des cultures qui nécessitent encore du labour, des cultures que j'ai, comme de l'épeautre, qui se fait sur un TCS très léger. Donc, les objectifs sont atteints de mon point de vue. Par contre, la forte diversification, le tiers de culture de printemps et les semis décalés exposent plus fortement aux risques météorologiques. Sur la suite de ce que j'ai choisi de mettre en place, soigner les sols, on peut difficilement réfléchir à un système sans remettre le sol au premier point de ce qu'on va faire. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Ma porte d'entrée a été les couverts végétaux. Donc, j'utilise beaucoup les couverts avec des mélanges entre 10 et 12 variétés, permettant de verticaliser les sols pour mieux stocker l'eau, permettant de mieux mobiliser les éléments de fertilité. Pour faire ça, on a construit avec mon salarié un semoir de semi-direct. Et il y a aussi une approche sur la ferme de limitation de la compaction par une maîtrise du trafic. C'est-à-dire qu'on évite par exemple, à la moisson, on ne roule pas avec des remorques pleines dans les champs pour garder des meilleures structures qui, à la suite, permettront d'avoir des cultures qui peuvent être plus sensibles à des problèmes de structure. J'ai cherché à mettre en place de la valeur ajoutée sur la ferme, entre autres pour limiter mon exposition aux marchés mondiaux. Par choix et par historique, je me suis spécialisé en multiplication de semences. Aujourd'hui, c'est 2/3 de ma surface. Je pense que c'est assez extrême comme approche. C'est par contre une approche qui m'a permis d'aller chercher des espèces auxquelles je n'aurais pas eu accès autrement. Cette année en semences, j'ai des lentilles semences qui sont plutôt plus rentables, qui vont être plus rentables que des lentilles normales, des pois potagers, de l'épeautre qui est une culture extrêmement économique, du grand épeautre, pardon, qui est une culture extrêmement économe en phyto. Il n'y a pas de débouché dans la région pour de l'épeautre en meunerie, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, mais par le levier semences, multiplication, j'ai pu avoir accès à ce type de culture. Enfin, impacter la biodiversité, donc 4 km de bandes mellifères qui sont des ressources pour les insectes et qui fait aussi l'été un abri pour le gibier. Et une volonté de limiter les insecticides dans la mesure du possible et des essais divers. Sur le lin dont on a parlé avant, ça fait plusieurs années que j'utilise des huiles essentielles d'ail principalement pour limiter les utilisations d'insecticides sur les petites altises. Sur les altises du lin, pardon, cette année, mon lin, c'est un insecticide de passage d'ail. J'ai le technicien qui le suit, me dit que les agriculteurs avec lesquels il travaille sont entre 3 et 4 insecticides. Les résultats, la ferme faisant partie d'un groupe défi, les IFT sont suivis. Alors, le 2020 n'est pas connu. 2019, par rapport à 2015, qui est mon année de référence, on est à moins de 37%. 2015, j'avais 60 hectares, mon père avait le reste. Mon père avait une approche assez intense en phyto, on va dire ça comme ça, donc il faut relativiser la baisse. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Plus du tout de double antigraminé sur paille, même plus de rattrapage de printemps. J'aurais peut-être dû le faire 2 ou 3 hectares au printemps, mais je ne l'ai pas fait parce que le système mis en place a, à mes yeux, un gros avantage. La rotation est globalement sur une dizaine d'années. C'est qu'un problème de salissement une année se rattrapera les années suivantes. J'ai 2-3 ronds de vulpin en céréales sur lesquels j'aurais pu faire un rattrapage de printemps en antigraminé. Je sais que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, de toute façon, ma rotation permettra à minima de tenir le salissement au niveau où il est, voire par des effets de décroissance, des effets de décalage de dette de semis. Ça permettra de régler le problème sans avoir recours à des applications herbicides. Quand je vois ce qui se passe chez mes voisins qui sont en Blersch Colsace, qui se plantent sur un désherbage une année, c'est des années de problèmes à suivre et des coûts importants pour arriver à régler, à tenir le salissement si jamais il y a un échec de désherbage. Et l'état de la plaine chez les voisins montre que c'est même plutôt une impossibilité à le gérer dans le long terme. Et dernier point aussi important, dans l'idée de réduire les phytos, avec un système comme ça, moi, ce que j'observe dans ma pratique quotidienne, c'est qu'en fait, on devient plus tolérant à la présence d'herbes, d'adventices. Sachant que le système sera capable de réduire la pression dans les années à venir ou de tolérer une pression, un 1 ou 2 vulpins au mètre carré, aujourd'hui, c'est plus un problème parce que je sais que je gérerai les semences dans mon enchaînement. Je m'inquiète plus forcément de ce qui se passera l'année suivante.
Un point aussi sur la partie biodiversité. J'ai un copain agriculteur qui a entre 5 et 10 ruches par an sur la ferme qui me confirme qu'après la floraison du colza, il n'y a pas d'effondrement des pontes comme il peut avoir ailleurs sur la zone Bleuersch-Colza. Un effet visible pour le gibier l'été, on maintient un couvert. On a des zones qui attirent les insectes, qui permettent de nourrir les jeunes. Et un point aussi, moi, qui m'a surpris, c'est le changement d'image auprès du voisinage. C'est un point, je pense, qui est à prendre en compte dans le contexte actuel où les agriculteurs sont plutôt pointés du doigt. En remettant des fleurs, en changeant ses pratiques, on peut changer sa relation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes voisins, des bandes de facélie ou des bandes de trèfle incarnat selon les périodes de floraison sont visibles des gens qui se promènent et il y a un premier point de départ pour communiquer et expliquer ce qu'on fait. Par contre, le système rencontré a différents problèmes. Le premier, c'est une exposition aux aléas climatiques, particulièrement la sécheresse ou aux excès d'humidité comme à l'automne 2019. Pour sécuriser ce système, j'ai recherché de l'eau. J'ai eu la chance de trouver une rivière souterraine, donc je vais pouvoir mettre en place de l'irrigation sur la ferme. L'objectif n'est pas d'arroser à fond pour faire pousser du maïs, mais de sécuriser les cultures de printemps et de rendre le système durable et plus résistant aux aléas climatiques. Il y a un problème, et je pense que là, vraiment, le problème est essentiel, de choix des cultures et d'accès aux cultures de diversification. Aujourd'hui, si je ne peux plus faire de multiplication, le choix des cultures de diversification sur la ferme sera fortement réduit. Il me restera le lin avec bleu blanc cœur, me restera les betteraves sucrières, me restera la pomme de terre grâce à l'irrigation, et c'est tout. Les lentilles hors multiplication, c'est compliqué en termes de rentabilité. Les pois protéagineux, avec des coups de chaud en fin de printemps, c'est régulièrement assez compliqué. Donc, la multiplication sécurise la diversification de mon assolement, mais reste une production de niche. Donc, la capacité à développer ça sur d'autres fermes aux alentours est avec un point d'interrogation. Il y a des conséquences financières, il y a une prise de risque importante, entre autres au niveau du risque climatique. Une prise de risque de court terme. Je suis convaincu qu'à moyen et long terme, le système que j'ai mis en place, générant des économies et devenant plus durable en comparaison du système Bleuersch-Colza qui, à mon idée, vont dans le mur, que mon système à moyen ou long terme est plus sûr. Par contre, à court terme, il faut être capable d'encaisser des mauvaises années. Je rappelle, et c'est vraiment un point qui est important, que ma double activité me permet d'être tolérant aujourd'hui à ce risque financier. Sur la partie biodiversité, sur les bancs de mellifères, il y a une difficulté à tenir les bancs de plus de 2 ans. C'est aujourd'hui un souci. Et une difficulté à sortir des insecticides. J'aimerais bien aller plus loin dans la non-utilisation d'insecticides, mais aujourd'hui, sur un colza à l'automne, cet automne, les colzas ont levé assez tard du fait du sec. On a une pression altise importante. Il a bien fallu en utiliser. Et en perspective, au niveau de la ferme, les objectifs à court terme sont de stabiliser le système. Il y a énormément de choses qui ont changé. En 2015-2016, il y avait 4 cultures. Aujourd'hui, il y en a 14, plus du sarrasin en dérobé, plus de petites bricoles en plus. Il va falloir... Je pense être arrivé à quelque chose d'équilibré. Je vais essayer de le stabiliser et de le maîtriser plus finement, tout en continuant à expérimenter, à chercher encore à affiner la technique. Et puis, au niveau de la partie biodiversité, qui est quelque chose qui me tient à cœur, essayer de mieux maîtriser les dispositifs et d'entraîner le voisinage. Et dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui, je voulais simplement poser une question de la répétabilité du modèle que j'ai mis en place. Je suis par choix sur des cultures de niche et sur des cultures qui représentent à court terme, qui peuvent représenter des risques. Donc, dans un monde qui m'entoure entre 3 et 5 cultures et avec des marges faibles, le système n'est pas forcément répétable en tant que tel et nécessite un accompagnement au changement. Quand vous êtes sur des marges tendues et que vous considérez que Bleuersch-Colza, malgré tous ces soucis, c'est un système sécurisé, c'est le cas des agriculteurs de GDA avec qui je peux discuter, faire entrer des nouvelles cultures, faire évoluer fortement
les systèmes, les façons de travailler, ça nécessite un accompagnement. Et je pense que c'est un des enjeux à venir de l'agriculture en général, c'est qu'on est obligé de changer, le climat change, les attentes sociétales changent, et qu'on n'a pas tous la même capacité à changer et la même tolérance au risque. Et c'est vraiment des choses à prendre en compte. Dernier point sur lequel je voulais insister, sur les dispositifs mellifères, il y a vraiment un effet à porter sur la biodiversité en le généralisant. Et il y a à mes yeux un réservoir à utiliser. Et on a tous des pointes de champ, des ronds de mauvaise terre dont on ne sait pas trop quoi faire. Le problème étant, si on prend l'exemple d'une pointe de champ, que dans les déclarations PAC, si vous êtes à moins de, je sais pas de bêtises, 100 mètres carrés, ça compte comme 0 mètre carré. Donc, il y a certainement quelque chose à faire ici si on veut, en plus de la réduction des utilisations de pesticides, arriver à répondre à l'enjeu de réduction ou disparition des populations d'insectes. Voilà, j'espère que j'ai été assez court. Je vais arrêter le partage. Merci, vous avez un petit peu dépassé, mais c'était intéressant. J'en suis désolé. Non, c'est pas grave, ça fera juste 5 minutes de moins sur les questions-réponses, on va y arriver. Du coup, il y a pas mal de questions. Il y a des questions portant sur votre choix, sur les cultures de semences, on a bien compris, mais en même temps, c'est des cultures qui sont, des contrats sont exigeants sur les adventices. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème par rapport à votre objectif de réduction plutôt? Vous avez aussi parlé de stockage à la ferme. Est-ce que ça marche avec ces cultures-là ou pas, compte tenu aussi de l'exigence? Ensuite, on a des questions sur le choix, l'offre de variété. Est-ce que vous trouvez ce que vous voulez, en gros, au-delà de cette question spécifique de la semence? Est-ce que vous travaillez sur des cultures en mélange ou est-ce que ça vous a... Pourquoi pas? Est-ce que vous avez fait votre chemin tout seul, entre guillemets, ou est-ce que vous bénéficiez de conseils? Et si oui, de qui? La Chambre d'agriculture, la COP? Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce qu'il y en a déjà pas mal. On verra si on peut prendre un autre tour ou pas. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. La question du stockage pour de la multiplication de semences, c'est une condition d'entrée. Une station de semences exige un nettoyage entre chaque lot de semences, et donc on ne peut pas livrer chacun en bout de champ. Vous devez stocker en ferme, et c'est le client qui appelle les lots en fonction de l'avancement de la préparation et des périodes. L'orge d'hiver sort généralement juste après la moisson, je la stocke entre 1 et 2 semaines. Sortent ensuite les céréales d'automne et puis les cultures de printemps en dernier. Donc, ne pas avoir de stockage est un point bloquant et de capacité d'allotement. Je ne parle pas de alors c'est un stockage qui est un peu ancien, c'est des cellules avec des fonds plats, donc on passe pas mal de temps à l'appel dans les fonds de cellules, ça permet de rester en forme. Mais un stockage type 3 cases de stockage à plat sans grande séparation et avec une mauvaise maîtrise de ventilation ne permet pas de faire des semences. Sur les exigences d'enherbement, en fait, moi j'ai commencé en semences de céréales, en blé et orge, sur lesquelles c'est plutôt des exigences de pureté spécifique et de pureté variétale. Ça n'était pas problématique et le système s'est mis en place progressivement. Mais aujourd'hui, les espèces qui me posent problème dans les semences sont plutôt des espèces soit d'orge dans du blé ou de triticale dans de l'orge, des choses comme ça, soit des résidus de couverts. J'ai éliminé quasiment totalement, par exemple, les vesses de mes mélanges de couverts parce que c'est une espèce qui est impossible à trier dans des lentilles. J'ai éliminé l'avoine de mes mélanges de couverts, j'ai remplacé par du seigle pour la même raison. L'avoine de mémoire, je ne sais plus pour quelle espèce ça peut poser des problèmes de triage, mais en fait, c'est au niveau des adventices aujourd'hui, quand vous regardez la taille d'une graine de vulpin ou d'une graine de raigra, le vulpin est problématique dans le dactyle semence. Mais ça se gère au niveau de la rotation, et puis après, s'il faut, on prend la faucheuse, et s'il faut faire sauter un quart d'hectare parce qu'on n'a pas maîtrisé le désherbage, on fait sauter un quart d'hectare, et puis voilà. Pour le choix des variétés, alors déjà les mélanges en semences, non, impossible. En colza, oui. En colza rustique, j'ai 2 variétés, je les mélange. En colza, j'ai moitié rustique, moitié standard. En colza, je fais un mélange avec un hybride avec une variété ultra précoce pour gérer les méligettes. Je n'ai pas poussé le sujet plus avant. Et après, de toute façon, la semence interdit les mélanges en tant que tel. Sur la partie conseil, un des détonateurs, si je peux utiliser ce mot-là, des évolutions de la ferme, c'était le fait de rejoindre un groupe défi. Comme je disais, quand je suis arrivé en 2015,
En fait, je venais d'un métier, j'étais chef de produit, ou alors je vais peut-être être caricatural, mais j'étais payé pour réfléchir, pour essayer de comprendre ce que veulent les clients, de transformer les attentes formulées par les clients en celles qui ne sont pas formulées par les clients en cahier des charges, pour derrière proposer les produits à venir. Et je suis arrivé dans un système où finalement, on appliquait à peu près gentiment ce que demandait le technicien sur la partie phyto, la partie ferti, et on décidait soi-même de la date à laquelle on allait labourer. J'ai eu une incompatibilité, je ne voulais vraiment pas être dans ce système-là, et après le fait de faire partie d'un groupe des filles, ça a été à l'origine de beaucoup de réflexions, et j'ai eu un super accompagnement, je ne sais pas si elle participe aujourd'hui, par Aude Pontonnier de la Chambre d'agriculture de Railloire, et puis beaucoup de conférences écoutées, de choses comme ça. Je passe beaucoup de temps en voiture parce que je navigue entre deux sites à 3 heures de route l'un de l'autre, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc je passe beaucoup de temps en voiture et des conférences sur Internet, en écoutant, sans les regarder évidemment en conduisant, mais des choses comme ça m'ont fait évoluer dans mon approche. Et puis après, ça a été un assemblage progressif en essayant de réfléchir à l'échelle de la rotation, de viser une rotation diversifiée. D'abord, j'ai visé une rotation à 5 ans, puis à 7, puis aujourd'hui à 10. Et en essayant de voir quelles sont les briques qui manquent et qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer ma rotation, pour rentrer des leviers agronomiques en plus, et ainsi de suite. OK. Donc, on est en train de dépasser un tout petit peu le temps, mais je voudrais vous poser une dernière question parce que plusieurs participants se la posent sur vos revenus, parce qu'en fait, vous nous dites que vous avez pu vous permettre ce choix parce que vous étiez double actif, on l'a bien compris, en termes de gestion de risque, mais est-ce que finalement, quand même, vos marges brutes sorties champ sont sensiblement plus faibles, ou en pluriannuel notamment? Voilà. Est-ce que vous estimez que le risque, il est plus grand à changer ou à ne pas changer? C'est deux questions différentes. C'est un petit peu deux questions différentes. La question des marges et puis la question de la prise de risque. Faut-il mieux y aller ou pas? Sur la question de la prise de risque, je vais vous répondre par une question. Est-ce qu'on réfléchit au risque à court terme ou à moyen et long terme? Si vous réfléchissez à moyen et long terme, moi je suis convaincu de prendre moins de risques que mes collègues qui s'enferment dans un système qui va dans le mur. À court terme, il y a une prise de risque qui est assumée. Alors, je ne l'ai pas précisé, la double activité, en fait, quand je me suis installé, j'ai eu le choix entre garder un salarié et aller, dans un contexte, moi, de jeune agriculteur avec des remboursements importants, aller chercher du revenu à l'extérieur, ou travailler tout seul sur la ferme, ce que je ne voulais pas faire. Donc, au départ, l'idée, c'était de garder le salarié, ayant le salarié, d'aller valoriser son travail autrement, donc d'aller chercher de la valeur ajoutée via les semences. Sur la partie financière, si on prend l'année 2020, entre les cultures de printemps qui ont fait un chiffre d'affaires moyen à 900 € hectare parce que j'ai dû faire 2,5 tonnes en poids, le lin s'en est bien sorti, les betteraves, comme à peu près tout le monde, ont été catastrophiques, et les cultures d'automne, les blés améliorants que j'ai semés au 20 novembre, qui ont pris de l'eau pendant tout l'hiver et qui ont sorti 55-60 quintaux au lieu de 85 dans ma zone. En 2020, clairement, les voisins qui font Bierge Colza sans se poser de questions s'en sont mieux sortis, sauf que j'ai un coût phytosanitaire qui baisse à culture équivalente. Cette année, ça augmente, mais parce que je mets des pommes de terre. Mais à culture équivalente, j'ai un coût phytosanitaire qui baisse, j'ai une organisation du travail qui me permet de dégager du temps pour une double activité. J'ai un enchaînement d'espèces qui fait que depuis 3 ans, ma consommation de gasoil baisse tous les ans. J'ai économisé, je dois être à 16 000 litres sur l'année, mon père était à 22 ou 23 000 litres de mémoire. Voilà, il y a différents facteurs qui font que si on gomme la variabilité et des accidents climatiques, si tant est qu'on puisse les gommer, au dire de mon comptable, mes marges hectares ne sont pas moins bonnes que celles de mes voisins et ont tendance à s'améliorer. Et l'arrivée d'irrigation, dans mon contexte où je suis allé assez loin dans les cultures de printemps, sur une zone où la pluviométrie moyenne est de 550 mm, l'irrigation va venir sécuriser ce point-là. Super, merci. On est obligé de s'arrêter. Merci bien pour votre intervention. Merci à tous pour les questions. Les discussions sur le chat étaient très intéressantes, donc on va en rester là. Je vous annonce les prochaines séances, mais vous les avez sûrement notées. Donc, on se retrouve le 8 juin, puis le 17, puis le 22 pour poursuivre la discussion sur des thématiques qui vont compléter, qui vont rentrer dans différents aspects de ce qui nous intéresse. Donc,
Merci beaucoup. Oui, pour répondre sur le chat, on va pouvoir diffuser les supports de présentation et les contacts des intervenants si vous voulez continuer à leur poser des questions. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Bon appétit et rendez-vous le 8 juin à la même heure. Au revoir.